19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 4 décembre 2019. Ce matin, s'est déroulée à l'hôtel Radisson Blu la cérémonie de lancement de l'initiative de coordination et d'intégration des preuves collectées sur le champ de bataille relativement à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Ali Sissé Ibrahim. C'est les images de Boubacar Souley. Le Niger et bien d'autres pays du Sahel ne sont pas à l'heure actuelle à l'abri d'attaques terroristes qui déstabilisent la paix nécessaire à tout développement. Le terrorisme dans le Sahel est à combattre et c'est dans cette démarche que s'inscrit l'initiative de coordination et d'intégration des preuves collectées sur le champ de bataille, comme le précise l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger, Eric Whitaker. L'objectif de ce projet est de former les unités militaires et gendarmes nigériennes opèrent dans les zones hostiles, à la collecte, au stockage et au transfert de preuves sur le champ de bataille pour le remettre aux enquêteurs et aux procureurs civils. Cette activité vise également à introduire des techniques efficaces pour interroger des suspects et des témoins afin de constituer des affaires crédibles pour une décision judiciaire pour que les terroristes puissent être poursuivis plus efficacement. Ensuite, la chef de section de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Elena Rigati-Hay, a rappelé le cadre d'élaboration du projet. Sur le plan opérationnel national, ce projet a été élaboré par l'ONDC, le département d'État des États-Unis et les principaux homologues concernés au Niger, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur et ministère de la Défense, afin d'améliorer la visibilité de l'information recueillie par les forces de défense et de sécurité dans les zones de combat. Le présent projet est conforme aux directives mondiales des Nations Unies et vise à harmoniser les pratiques des acteurs militaires et de la justice pénale au Niger et les aligne sur les meilleures pratiques identifiées dans ces directives. Procédant au lancement de l'initiative de coordination et d'intégration des preuves collectées sur le champ de bataille, le ministre de la Justice par intérim Wazir Maman détermine le but visé par le projet. Le terme de cette rencontre, le renforcement de la réponse de justice pénale au terrorisme par l'utilisation des renseignements et indices recueillis sur le terrain au cours des opérations militaires dans la zone de combat au Niger, comme moyen de preuve dans le cadre du terrorisme, rime avec cette préoccupation. Il s'agit de voir en quoi l'utilisation des renseignements et indices recueillis sur le terrain au cours des opérations militaires dans la zone de combat, c'est-à-dire peut rehausser le niveau de compréhension des acteurs en charge du dossier dans ces aspects judiciaires. Enfin, le ministre de la Justice par intérim Wazir Maman a remercié au nom du gouvernement de la République du Niger les États-Unis pour le financement du projet et son expertise technique. Nous sommes mercredi, je vous rappelle que vous pourrez suivre en fin de cette édition notre chronique judiciaire. Cette semaine, Maître Ahmed Maman nous éclaire sur le thème le juge d'instruction et les délais d'instruction. Rendez-vous donc en fin de cette édition. La CADEV Niger a organisé ce matin à la Maison de la Presse un atelier de formation sur le pluralisme culturel et religieux. Un atelier qui a réuni plusieurs dirigeants locaux, nous rapporte Asma Oussedou et Halidou Bourema. Action communautaire pour le pluralisme culturel et religieux au Niger et au Nigeria, dénommé Zamantare, c'est le thème retenu pour la présente assise des dirigeants locaux sur les instruments juridiques au pluralisme culturel et religieux initié par la Caritas et Développement du Niger CADEV. Un atelier qui vise à renforcer le multiculturalisme et la tolérance religieuse au niveau des deux pays. La stratégie du projet privilégie des actions synergiques avec plusieurs acteurs clés, notamment les religieux, les étudiants, les enseignants, les élèves, les journalistes, les acteurs gouvernementaux, les organisations de la société civile, les jeunes,
les femmes et les dirigeants locaux. Cet atelier requiert comme objectif la familiarisation des dirigeants locaux aux instruments juridiques en matière de tolérance culturelle et religieuse afin qu'ils se les approprient pour mieux agir en conséquence. Chers dirigeants locaux, vous conviendrez avec moi que vous demeurez et restez l'un des acteurs les mieux écoutés par vos communautés, aussitôt que le besoin de leur faire passer un message se fait sentir. Au vu de la qualité des participants, nous osons espérer que cette formation consolidera davantage vos acquis en matière de tolérance culturelle et religieuse afin d'y mieux édifier les populations vivant autour et au sein de vos entités respectives. Une initiative appréciée par le représentant du gouverneur de la région de Niamey. Nous nous réjouissons de cette rencontre qui a regroupé hier les organisations de la société civile. Aujourd'hui, elle concerne les dirigeants locaux. Il s'agit, à travers ces différentes rencontres, de faire véhiculer le message de tolérance, de paix et de cohésion entre les différentes, malgré la diversité culturelle et religieuse, entre les différentes communautés. Il faut dire que notre pays est riche de cette diversité et de cette pluralité qui nécessite d'être consolidée. C'est pourquoi CADEV Niger, en partenariat avec la Commission nationale des droits de l'homme, à travers le projet Zamantare, initie cette série d'ateliers en vue de former, d'informer et de sensibiliser les différents acteurs concernés par le dialogue interreligieux et interculturel. Cet atelier du donner et de recevoir du projet CADEV durera 2 jours et est financé par l'Union européenne. L'encens émet une fine fumée aromatique qui active le sens et modifie immédiatement l'humeur de ceux qui le sentent. Au SAFEM, à cette édition, plusieurs variétés sont exposées. Ainsi, allons à la découverte de l'encens appelé Turaranfuta ou tout simplement parfum à feu en français. C'est avec Ariata Salam. L'encens ou Turaranfuta est un mélange de différents parfums utilisés pour dissiper les mauvaises odeurs d'un foyer ou pour le parfumer. Fait à base de résidus de différents arbres, c'est un mélange de plusieurs parfums traditionnels qui consiste à créer une senteur spéciale. Les femmes Kanuri se démarquent des autres femmes par leur façon de s'entretenir et d'entretenir leur foyer en s'appuyant de cet élément indispensable. L'encens parfume la chambre, rafraîchit l'atmosphère et crée un climat propice à la romance. L'encens fait partie de nos traditions, nous les Kanuri. On ne peut pas s'en passer de cela. Ça donne un goût à la vie du couple. La femme Kanuri est bien reconnue pour son talent de séductrice. Elle a une bonne senteur qui lui est propre grâce à l'encens qui se présente sous diverses formes, alout, sandal, tafarchi, gagap, entre autres. On y trouve du tafarchi, du sandal, du gagap, du abamalam, du alout, du frami, du dollar et bien d'autres. L'encens a des vertus que les femmes ignorent. À l'exemple du gagap qui a des vertus extraordinaires, surtout mélangé avec du abamalam qu'on utilise pour la chambre. Le sandal, c'est pour parfumer les habits et les draps et le tour est joué. Le Turaranfuta ou l'encens nécessite l'usage des braises pour donner une senteur dans la chambre et d'autres sont faits en liquide pour être appliqués sur le corps. Restons toujours au SAFEM où une autre équipe, Nafissa Touzakou et Aboubakara Souley, se sont intéressés au pot d'encens.
un outil à base d'argile utilisé par la femme dans l'utilisation de l'encens. Suivez le reportage. Ils sont beaucoup utilisés par les femmes africaines en général et la femme nigérienne en particulier. Ce sont les pots d'encens. Ces derniers sont fabriqués en majorité par des femmes de différentes nationalités sous plusieurs modèles et de qualité supérieure. On met tout là-bas aussi. Il y a son petit aussi. Et ça marche bien. Ça là même tu peux laver ça. Même si tu as mis ça dans l'eau. Une semaine, tu vas voir, c'est comme ça toujours. Ça ne gâte pas. Il y a souvent les amplis, en gros, il y a des détails aussi. Ça, c'est à 2000. Les pots d'encens utilisés quotidiennement par les femmes pour parfumer leurs chambres sont disponibles au SAFEM 2019 et pour toutes les bourses. Parlons à présent mode dans ce journal et notamment du Faso d'Anfani du Burkina Faso présent lors de cette 11e édition du SAFEM représenté par Silvano Abdrazak Léo pour le reportage. Lors de cette 11e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, le célèbre Faso d'Anfani était à l'honneur, mis en valeur pour l'occasion par la marque Silvano. Silvano, c'est une marque vraiment connue assez mondialement. On a notre première édition au SAFEM. On a quasiment plein de modèles, en fait, de hommes-dames. Mais pour cette édition du SAFEM, on est venu juste avec des tenues hommes. Des modèles aussi riches que variés, un vent nouveau sur la mode africaine. On a envoyé la matière guine travaillée, du guine léger, travaillé avec des Faso d'Anfani. Et ça, c'est typique Burkina Faso. Voilà, c'est du 100% Faso d'Anfani léger. Voilà, puisque beaucoup de gens appréhendent disant que le Faso d'Anfani, on a du mal à s'habiller en Faso d'Anfani, 100% Faso d'Anfani sans mélange. Donc on a essayé de montrer une. Et bon, là, on a envoyé du coton glacé, et qui est un tissu importé d'Europe, mais on a essayé d'ajouter un peu les traditions africaines, qui est de Faso d'Anfani. Voilà. Et là, on a du lin teinté, voilà, qu'on a essayé de mixer un peu avec des tissus. Donc, à retrouver jusqu'au dimanche 8 décembre 2019, toujours pour le compte de cette 11e édition du SAFEM. Comme annoncé en début de cette édition, nous sommes mercredi à place à présent à votre rendez-vous à chronique judiciaire. Cette semaine, Maître Ahmed Maman nous éclaire sur le thème le juge d'instruction et les délais d'instruction. Très bonne réception à vous. Juge d'instruction et les délais d'instruction. Comme vous le savez, en matière pénale, il y a une séparation des fonctions, notamment la fonction de poursuite qui est réservée au ministère public, la fonction d'instruction qui est réservée au juge d'instruction et à la chambre d'accusation, et la fonction de jugement qui est réservée aux cours et tribunaux qui sont chargés de juger. Maintenant, relativement à la fonction du juge d'instruction qui est chargé d'instruire l'affaire à charge et à décharge, il est aussi encadré dans des délais en matière de détention, en matière de demande de liberté provisoire, en matière aussi de délai d'appel relativement aux ordonnances qu'il sera amené à prendre. Donc, sans m'attarder sur certains éléments de délai et tout, je vais m'attarder seulement sur les 3 points, notamment sur la détention préventive, la liberté provisoire et sur les délais d'appel. Donc, par rapport à la détention provisoire ou préventive, comme vous le savez, le principe, c'est la liberté et la détention, l'exception. Donc, normalement, il y a des conditions pour que le juge d'instruction puisse placer en détention un justiciable, un inculpé. À partir du moment où il n'y a pas en tout cas, il n'y a aucune crainte que l'inculpé puisse exercer une pression sur des témoins ou sur des victimes, ou à partir du moment où il ne peut pas se soustraire, en tout cas à la justice quand le juge aura besoin de lui, ou à partir du moment aussi, ce n'est pas un moyen pour le juge de conserver des preuves
ou que l'infraction ne continue pas en tout cas à se commettre, où il n'y a pas de trouble à l'ordre public, normalement le juge doit éviter de placer en détention l'inculpé à partir du moment où il y a des garanties suffisantes de représentation. Maintenant, dans l'autre cas où le juge est amené à placer en détention un inculpé, c'est que là aussi le juge est encadré dans des délais bien déterminés. Par exemple, quand il s'agit d'une infraction dont la condamnation est inférieure ou égale à 3 ans, la détention ne doit pas excéder 6 mois de détention. Et là, le juge est obligé d'instruire son affaire, donc le dossier, dans ce délai. Mais dans les autres cas aussi en matière correctionnelle, donc le juge peut toutefois proroger ce délai de 6 mois, mais une seule fois. À partir du moment où nous ne sommes plus dans ce cas de figure de 3 ans ou de moins de 3 ans, le juge il place un détenu, un inculpé, pour un délai de 6 mois, renouvelable seulement une seule fois. Alors qu'en matière criminelle, c'est un délai de 18 mois qui est reconnu au juge en matière de détention préventive. Et toutefois aussi, ce délai peut être prorogé, mais sans pour autant que ça excède 12 mois de prorogation. Donc voilà pour ce qui est de délais de détention qui sont prévus par la loi, notamment en matière correctionnelle et en matière criminelle, quand le juge est amené à placer en détention les inculpés. Donc, en dehors de cet aspect, il faut évoquer la question des délais, où le juge d'instruction aussi est astreint à respecter certains délais, notamment en matière de demande de liberté provisoire. Parce qu'un inculpé ou son conseil peut toutefois formuler une demande de mise en liberté provisoire qu'il dépose chez le juge d'instruction. Là, le juge d'instruction qui est saisi d'une requête aux fins de mise en liberté provisoire, il est tenu de se prononcer dans les 10 jours qui suivent la communication du dossier au parquet, donc au procureur de la République. Et s'il y a une partie civile dans le dossier, il est aussi tenu de l'aviser. Mais là, il doit se prononcer après 5 jours qu'il ait avisé la partie civile. Donc, faute de quoi, si il ne se prononce pas, en tout cas dans ce délai, obligatoirement, la chambre d'accusation est saisie par l'inculpé ou son conseil, qui doit aussi se prononcer dans les 15 jours. Parce qu'il s'agit de questions de liberté, de questions de détention. Donc, la chambre d'accusation doit se prononcer dans les 15 jours. Et elle-même, si elle ne se prononce pas sur la question de liberté, dans les 15 jours, donc l'inculpé est mis d'office en liberté. Donc il acquiert sa liberté d'office, la liberté d'office. Donc voilà pour ce qui est des délais relativement aux demandes de liberté provisoire auxquelles les juges d'instruction doivent en tout cas respecter. Et en dehors de ces délais, je disais tantôt que j'allais évoquer aussi les délais d'appel. Parce que quand le juge prend ses ordonnances, que ce soit des ordonnances de renvoi, des ordonnances de non-lieu ou toute autre ordonnance pour laquelle, en tout cas, ou pour lesquelles le Code de procédure pénale a prévu des voies de recours, c'est que le procureur de la République peut interjeter appel dans les 3 jours. Le procureur général aussi peut interjeter appel contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction aussi dans 3 jours. Maintenant, pour ce qui est de la partie civile et l'inculpé, les deux ont 5 jours pour interjeter appel contre les ordonnances rendues par le juge d'instruction. Mais pour ce qui est de la partie civile, au fait qu'il peut interjeter appel contre les ordonnances ou l'ordonnance du juge d'instruction, c'est seulement quant à ses intérêts civils qu'elle peut interjeter appel. Elle ne peut pas interjeter appel relativement aux questions de détention et autres, mais c'est sur ses intérêts civils qu'elle peut interjeter appel contre les ordonnances du juge.